Ok, bonsoir tout le monde. Très heureuse de vous retrouver ici. Donc cet atelier aujourd'hui va parler des blessures qui nous empêchent d'avancer au mieux dans la vie. Donc il s'insère dans un contexte de plusieurs ateliers qu'on a commencé plus ou moins en novembre l'année dernière, qui traitent tous d'une manière ou d'une autre de vivre dans l'abondance. Donc, on a décortiqué avec plusieurs thématiques des sujets à travailler pour dépasser les choses qui nous restreignent. Et aujourd'hui, donc plus spécifiquement, on va travailler sur tout ce qui concerne notre valeur. Donc, euh, tout ce qui concerne donc l'abondance au sens large, on a vu qu'il y avait dans le dernier atelier, on a vu une typologie de 7-8 croyances, enfin types de croyances. Elles sont très très nombreuses, bien sûr, les croyances que l'on peut avoir. Elles varient en fonction d'une personne à une autre. Mais donc, la chose que l'on voit le plus, c'est tout ce qui touche à notre valeur. Donc la manière dont on se regarde soi-même et ce qui ressort en général en premier. Euh, D'ailleurs, en ce qui concerne les limites que nous avons sur l'argent, ça c'est la deuxième limite la plus commune. Donc ces deux limites sur l'argent et sur notre propre valeur sont un vrai frein à créer dans la vie, à avancer, à faire des progrès. C'est ce que je vois le plus. Après, nous sommes bien sûr tous différents et nous pouvons avoir plein de choses qui nous distinguent concernant nos limites, mais tout ce qui touche à notre valeur et tout ce qui touche à l'argent, c'est presque systématique. D'une manière ou d'une autre, au moins, on peut être limité concernant l'amour que l'on se porte, concernant donc comment on se voit, comment on se juge soi-même. Ok, donc c'est ça l'objectif de cet atelier, donc qui est ouvert à tous, donc aux personnes formées et aux personnes non formées. Donc je vais très rapidement couvrir la thématique de qu'est-ce que c'est le Theta Healing, parce que beaucoup d'entre vous connaissent ou vont connaître bientôt. Je reconnais quelques personnes qui vont se former d'ailleurs prochainement. Ok, donc et le Theta Healing en deux mots, c'est une technique qui nous permet d'aller dans les ondes Theta du cerveau. Et une fois dans les ondes Theta du cerveau, on peut accéder au subconscient et le reprogrammer. C'est ça l'objectif du Theta Healing, c'est cette reprogrammation. Donc, en ce qui me concerne, donc je m'appelle Sybille, j'ai été dans une autre vie avocate pendant de longues années, en fait, dans des cabinets d'avocats internationaux à Paris et à Londres. J'ai aussi fait mes études aux États-Unis, à New York. J'ai été pendant, je sais pas, au moins une quinzaine d'années, avocat dans de grands cabinets. C'est une longue période pour travailler dans un environnement quand même très compliqué, très difficile. Surtout en fusion-acquisition, où j'ai géré des projets d'envergure, où j'ai énormément appris, mais qui m'ont mené à un épuisement. Grâce à cet épuisement, j'ai ouvert les portes du bien-être. J'ai fait beaucoup d'exploration, d'abord au niveau du corps et ensuite au niveau de l'esprit avec le Theta Healing. Et je suis tombée amoureuse de la méthode lors de ma première formation. Et très rapidement, dès que je me suis formée dans les 3 premiers niveaux, j'ai eu quelques guérisons assez miraculeuses, des gens qui allaient bien très 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 vite après nos séances. Et c'est ce qui fait que je suis là avec vous aujourd'hui. Donc j'ai décidé assez vite après mes formations de consacrer quelques années de ma vie au Theta Healing. D'ailleurs, c'est la spiritualité qui est la chose qui m'intéresse le plus. La guérison énergétique est un moyen pour aller dans cette voie. Donc le Theta Healing, c'est une méthode qui nous permet de nous dépasser. C'est ça le vrai objectif du Theta Healing. On identifie des croyances qui nous limitent et on les libère pour pouvoir se dépasser, pour déployer tout notre potentiel. Et puis pour changer nos schémas, parce que en général, on est formaté par notre environnement, par notre éducation, par donc un ensemble aussi d'expériences qui font que on peut s'enfermer dans tel ou tel contexte. Et cet enfermement fait que on ne déploie pas tout notre potentiel. Donc l'objectif avec le Theta Healing, c'est de travailler là-dessus, de travailler sur cette typologie de croyances qui nous renferment
dans des schémas. On dit que donc si on ne travaille pas sur nos croyances, on est tout le temps en train de faire les mêmes choses, hein. On reproduit les mêmes comportements. Donc si on reprend les grands dans la physique quantique, hein, ne serait-ce qu'Einstein, qui nous apprennent à ce qu'on est en train de créer tout le temps des nouvelles réalités, mais ces nouvelles réalités, on les crée de manière identique aux précédentes si on ne change pas nos pensées et nos croyances. Le résultat de nos pensées et croyances, c'est donc des réalités qui sont toujours des réalités du passé qui se reproduisent. Donc pour créer ces nouvelles réalités, il faut travailler là-dessus, au niveau du subconscient. Et bien sûr, après, avec les comportements. Mais les comportements peuvent être bridés par le subconscient. Donc c'est ça tout l'objectif. Bien sûr, on peut travailler sur le corps avec le Theta Healing aussi, pour se libérer de douleurs, pour travailler sur la santé. On peut l'utiliser l'outil pour éveiller ses capacités intuitives. Quand on fait les formations, il y a très souvent beaucoup de gens qui s'éveillent d'un point de vue intuitif, pour ressentir ou voir, visualiser des choses qui sont invisibles à l'œil nu. Et c'est très intéressant parce que ça nous montre que nous sommes connectés, parce que l'objectif, ça va toujours être d'aller nous connecter à la source, donc de faire des méditations profondes pour aller dans cet état de connexion à la source, l'énergie de création ou l'univers, en fonction du mot qui nous parle. Mais ça va être toujours ça, l'objectif, c'est d'aller nous connecter. Et grâce à cette connexion, c'est là que l'on fait donc les libérations. Ok, et donc en Theta Healing, on peut travailler avec des séances, tant avec des séances individuelles qu'avec des formations. Ok, alors donc on va aller sur la thématique de l'atelier qui est donc les blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes et qui nous empêchent d'avancer. C'est systématique de voir que nous avons surtout quand on fait en fait le travail sur l'abondance. Dès qu'on pousse quelqu'un à nous décrire la vie telle qu'il souhaite la voir, donc qui touche à la manifestation. Donc, mais ces séances qui sont dans l'objectif, c'est de travailler sur l'abondance, on voit systématiquement que nous avons des doutes sur nos capacités. Est-ce que nous allons être capables d'accomplir telle ou telle chose? Est-ce que nous avons les capacités? Est-ce que donc nous sommes suffisamment éduqués, avec suffisamment d'expérience pour aller vivre cette vie que nous souhaitons tant avoir? C'est ça la chose que l'on voit à travers ces séances d'abondance ou de manifestation. L'immense majorité des gens aperçoit une réussite, donc une nouvelle vie, mais cette réussite est toujours limitée, d'une quelconque manière. Bon, il y en a qui osent grand, mais c'est rare. Il faut pousser les gens pour oser demander, pour oser rêver. Donc c'est en général, donc on voit ces limites. Je n'ai pas les compétences, je suis pas assez, je suis pas à la hauteur pour avoir une activité qui me comble et avoir en même temps du temps et profiter de ma famille. Il y a souvent ce schéma d'avoir l'un ou l'autre. Je peux avoir une vie de famille épanouie, mais pas avoir une carrière, etc. Donc, on voit ce type de schéma et c'est étonnant dans quelle mesure c'est commun. Bon, évidemment, je travaille avec beaucoup de femmes, comme là actuellement, on est bien sûr majoritairement femmes. Heureusement qu'il y a quelques représentants aussi de la part des messieurs. Mais donc, les femmes ont quelque part du mal à se mettre en valeur, à se valoriser. C'est souvent que les femmes s'écartent et font de la place, qu'elles ont donc du mal vraiment à s'approprier leur place. Bien sûr, pendant des siècles, il y avait beaucoup de restrictions à la place de la femme. Et ces restrictions, elles se transmettent de génération en génération. On a prouvé maintenant en psychologie moderne que des traumas peuvent être transmis à 2 générations près. Dans le monde de tout ce qui est énergétique, etc. Trauma, on dit que c'est jusqu'à 7 générations d'ailleurs. Vous imaginez toutes ces générations de femmes qui transmettent aux enfants
que pour une femme, c'est difficile de réussir, que pour une femme, c'est pas évident donc de faire de l'argent et d'être épanouie dans tous les sens du terme. Donc, et aujourd'hui, heureusement que ça change, mais c'est pas pour ça que c'est changé au niveau du subconscient. Parce que là, on va pas chercher à s'expliquer les choses avec la logique, c'est pas la logique qui gouverne le subconscient. En général, c'est pas ça. C'est le subconscient, lui, une fois qu'il est formaté, il faut trouver des déclics pour libérer des croyances. Ces déclics, ils viennent pas de la logique. Donc même quand on se croit capable, pour une femme qui réussit d'une certaine manière, c'est pas pour cela qu'elle n'a pas ce type de croyance. Donc ça, il faut le comprendre. Et bien sûr, concernant les hommes, il y a pas mal il y a pas mal de travail que j'ai fait sur de la valeur. Très souvent, ça touche à la valeur, mais différemment. Et j'ai moins de statistiques concernant les hommes, parce que je travaille avec 90% de femmes, quelque chose du style. Alors, pour faire la catégorie des croyances limitantes qui touchent à notre valeur, j'utilise le vocabulaire de Lise Bourbeau sur les blessures, les blessures de l'âme, parce que ce travail est un travail assez très complet. Et donc, Lise Bourbeau a réussi à mettre de grandes catégories à tout ce qui touche en fait à tout ce qui nous restreint à être nous-mêmes. Donc, il s'agit bien sûr du rejet, de l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Donc ces 5 grandes catégories englobent d'une bonne manière ce que l'on voit le plus fréquemment. Sachant qu'on a un mix de blessures, souvent on a plutôt 1 à 2 blessures qui sont très caractéristiques, et peut-être un mix d'une 3e ou une 4e, mais qui se révèle seulement dans certaines circonstances. C'est Lise Bourbeau qui le dit, et d'ailleurs mon expérience confirme cela. Je vois une de grandes blessures, et dans certains contextes, donc dans certaines situations, je vois que il y a une 3e ou une 4e blessure qui peut apparaître. Mais les 2 premières, ou la blessure qui nous caractérise le plus, elle est toujours là, elle est toujours présente. Elle transpire elle est retranscrite dans chacun de nos actes. Tant dans la vie professionnelle, la vie personnelle, comment nous sommes au quotidien, ça nous formate. Donc c'est pour ça que ce travail sur les blessures est très intéressant. Je dirais que c'est mon travail favori même, par rapport à d'autres typologies de séances, parce que c'est le travail qui change le plus. D'ailleurs, c'est pas le sujet favori. Le sujet favori des gens, c'est comment je vais faire de l'argent, comment je vais réussir à créer. Mais c'est justement en travaillant sur ces blessures, c'est l'étape la plus importante pour aller dans cette réussite, pour aller faire de l'argent. Bon, on est en France, c'est pas la chose qui nous intéresse le plus peut-être quand on est entre francophones, mais ça fait partie bien sûr des objectifs de plus ou moins de tout le monde. Mais pour avoir cette belle réussite, c'est ça la première étape la plus importante, c'est de travailler sur les blessures. C'est la chose qui nous les limite le plus. D'ailleurs, le mot blessure est un petit peu dérangeant comme mot, parce que cela veut dire que quelque chose cloche en nous. Donc c'est pour ça que à chaque fois, ça me dérange un peu de l'utiliser, mais c'est le bon mot. Il s'agit bien de blessure. Mais bon, notre conception de ce mot peut être un peu ajustée pour se dire c'est un sujet de travail pour moi. J'ai telle ou telle chose qui me restreint et je veux y travailler, c'est mon sujet de travail. C'est la chose qui me fait avancer. Donc il faut le voir comme cela, parce que l'objectif c'est de développer une meilleure version de nous quand on se libère de ça. Souvent, c'est par les blessures que l'on avance, par les obstacles. Souvent, c'est pas les réussites qui nous apprennent, souvent c'est les obstacles ou les échecs qui nous apprennent à avancer dans la vie, malheureusement. Ok, alors on va commencer avec la première blessure. D'ailleurs, je vais faire une typologie de croyances par blessure. Je vais les expliquer blessure par blessure, mais à la fin, je vais les mettre à l'écran. Donc, vous n'avez pas besoin forcément de les noter, parce qu'à la fin, je vais les mettre à l'écran. Vous pouvez faire des screenshots, du coup, des croyances et on va les tester. On va faire des tests musculaires, comme ça peut vous donner une idée si vous avez telle ou telle croyance ou si c'est une blessure qui est plus caractéristique qu'une autre.
Donc ça va être, d'ailleurs, j'ai pas expliqué en quoi l'atelier consiste. Ça va être la grande partie de l'atelier, hein, jusqu'au test musculaire. Et à la fin, on se prend une vingtaine de minutes pour libérer ce que nous sommes déjà prêts à libérer. Okay. Donc on commence avec le rejet. Donc le rejet, si je reprends le vocabulaire de Lise Bourbos, il se crée dès la conception jusqu'à l'âge d'1 an. Donc il se crée très très vite. Hein, c'est la blessure qui se crée en premier en général. Elle est veillée souvent par le parent du même sexe. Et l'enfant, en fait, il ne se sent pas accueilli. Il ne se sent pas accepté. Et le masque, c'est-à-dire le comportement de la personne qui subit le rejet, c'est la fuite. C'est le fait de s'écarter. C'est le fait de ne pas prendre pleinement sa place. Hein, c'est ça. Donc parce que la personne ou l'enfant, il pense ne pas avoir le droit d'exister. Donc c'est une blessure assez embêtante, hein. Ça nie le droit d'exister, alors que c'est quand même l'objectif, hein, de la vie, c'est l'existence. Mais l'enfant peut se demander qu'est-ce qu'il fait sur cette terre, hein, pourquoi il est là, s'il n'a pas vraiment le droit d'être là. Donc il se considère en général comme nul, ou comme sans valeur. Ça touche à 100% sur la valeur. Et donc, il se met à l'écart, où il n'est pas très à l'aise dans un environnement social, où il est à l'aise seulement dans un environnement avec un petit groupe qu'il connaît. Dès que les groupes sont avec des gens qu'il connaît moins bien, il est en dehors de sa zone de confort et il se referme. Donc, il peut s'isoler, il est bien seul. Il peut s'isoler aussi avec des activités intellectuelles, mentales. Hein, donc ça peut lui plaire beaucoup parce que c'est comme ça, il n'a pas à affronter les autres. Donc il prend peu de place. Hein, c'est des gens qui peuvent être par moments au moins invisibles. Hein, ils aiment bien être invisibles, se fondre dans la foule, etc. D'ailleurs, ils sont souvent assez perfectionnistes, ils aiment travailler, hein, ils aiment performer, enfin, ils peuvent être même obsessionnels dans certains contextes. Et donc, la typologie de blessure, enfin de croyance, c'est je suis pas à la hauteur, hein, ou je suis pas assez, ou je suis nul, ou je suis pas suffisant comme je suis. On peut se sentir indigne. Okay, ça peut être la croyance je suis digne. Enfin, je suis indigne. D'ailleurs, on teste toujours en positif. C'est pour ça que je dis les croyances souvent en positif, je suis digne. Mais quand on va tester, ça va être un non. On verra tout à l'heure avec les tests musculaires. Okay. Même ça peut aller jusqu'à je suis une moins que rien. Un moins que rien. Ok. Et donc ça, c'est le premier degré de la blessure. Quand elle est profonde, elle touche là réellement sur le droit d'exister. Et la typologie de croyance, ça va être j'ai pas le droit d'exister. Donc il faut tester j'ai le droit d'exister et la personne va dire non. Bon, c'est un petit peu technique quand on ne connaît pas. Ou j'ai pas le droit de vivre. Et au-delà, j'ai pas le droit vraiment d'être moi. Hein, si je suis moi, là, on me nie le droit d'exister. Ok. D'ailleurs, avec ces croyances, des fois, il faut les tourner un peu plus sur le rejet. Hein, de commencer avec si je suis rejeté, je suis inexistant. Hein, j'ai pas le droit de vivre. Donc, dans chaque situation où je me sens rejeté, là, hop, on me prive du droit d'exister, donc j'ai pas le droit d'exister. Donc, ou si je suis rejeté, ben, je cesse de vivre. C'est tellement fort. Hein. Ces croyances, elles sont bien embêtantes. Sont même particulièrement embêtantes parce qu'elles créent l'isolation et l'enfermement. Donc d'un point de vue spirituel, c'est peut-être les plus embêtantes parce qu'elles coupent la personne du fait de se sentir dans un ensemble, dans une unité, de comprendre que nous sommes tous un. Et d'ailleurs, le rejet, c'est la blessure que je rencontre d'ailleurs le plus. Je trouve que d'une manière ou d'une autre, chaque personne la porte. Bon, il y a des gens où c'est pas la blessure la plus caractéristique et la plus forte. Mais c'est rare qu'on la porte pas, au moins en partie. Okay. Donc c'est l'inverse des croyances qui tendent à l'union, qui tendent à l'unité. Et ça crée l'enfermement du cœur.
Donc, d'ailleurs, la parole, elle est moins déliée. On peut avoir un peu plus de difficulté à s'exprimer, à être en société, à se permettre de briller. On est tout le temps, en fait, en train de ne pas, de faire attention à ne pas faire de faux pas. Vous voyez, donc c'est ça le comportement prudent, très observateur. Bon, au niveau de la vie personnelle, ça restreint ce type de personne à un entourage un peu plus petit. Donc un entourage avec que des personnes de confiance que l'on connaît bien. Donc on admet moins les gens que l'on connaît moins bien parce que ça nous intimide. Donc on est moins confortable. En général, on se plaît dans des circonstances un peu plus dans des petits cercles. Et d'ailleurs, ils sont peu séducteurs. Ça, j'ai remarqué. Donc, c'est les gens qui ont plus du mal à faire des rencontres. Donc, c'est pas la blessure qui favorise les rencontres, parce que c'est une blessure qui renferme. Hein, et donc, la séduction, elle a plus du mal à sortir. Les émotions sont plus coupées, et la séduction, elle vient pas en surface. Donc, c'est très important de la travailler, cette blessure, si on a du mal à être en couple. Alors que ce type de partenaires, ils sont justement les bons partenaires pour être en couple. Ils sont fidèles, ils sont stables, ils donnent beaucoup. Donc, au niveau de la vie personnelle, professionnelle, les effets sont assez similaires. Hein. Les personnes qui souffrent du rejet ont un peu plus du mal à gravir les échelons, hein, parce qu'ils ont plus du mal à briller. Et donc, même s'ils travaillent beaucoup et qui sont des éléments clés, parce qu'ils performent bien, donc l'entreprise, elle aime ce type de personnes, ils avancent moins bien au niveau hiérarchique. Okay. Donc, c'est pareil, là, c'est dommage. Et puis, ils sont un peu moins team player aussi. Donc, quand on travaille sur le rejet, il faut apprendre à la personne de se sentir appréciée, de se sentir aimée. C'est ça, là, ça va être le vrai travail sur je suis digne, j'ai de la valeur, j'ai de la reconnaissance, je suis reconnue, je suis à ma place. Donc, c'est la typologie de croyance qui est donc le contraire de ces blocages. Et il faut faire comprendre quand on travaille comme ça sur le rejet, ou quand on est dans cette situation, il faut expliquer que la personne qui souffre du rejet, elle participe à une dynamique de rejet. Comme elle est enfermée, on a plus du mal à l'accepter, cette personne. Donc son comportement est la raison pour laquelle la personne est moins acceptée. Il y a moins d'ouverture du cœur, il y a moins de liens qui se créent. Et donc la personne, elle est participante. Ça, il faut bien le faire comprendre. Bon, doucement, hein, bien sûr. Hein, il faut toujours travailler avec des pinces quand on accompagne des gens. Mais au moins, par rapport à sa propre analyse, il faut le comprendre que nous sommes acteurs. Hein, quand on souffre du rejet, dans toutes ces situations de rejet, une fois qu'on souffre de la blessure, on est acteur. Hein, et donc, nous faisons en sorte qu'on nous rejette, malheureusement. Hein, donc je parle d'expérience parce que c'était pour moi, et ça l'est sûrement encore en partie, mais ma grande blessure, le rejet. Hein, j'ai grandi avec une maman qui était très sévère, donc qui critique tout. Je l'aime beaucoup, et c'est pas donc pour moi la critiquer à mon retour, hein. Mais donc une maman très sévère, très critique. Qui rejette constamment tout parce que tout doit être vraiment parfait. Et donc, j'ai grandi avec cette blessure du rejet qui a fait de moi, même à la crèche et à la maternelle, l'enfant le plus performant. Hein, toujours, j'ai été élue dans toutes les activités. Je performais, j'étais toujours la meilleure dans toutes les activités. Quand même, à la crèche et à l'école maternelle, on disait ça à ma mère, elle était très contente. Hein, mais bien sûr. Mais c'était donc je réalise maintenant en revenant en arrière que j'avais ces comportements même à un jeune âge, à un très très jeune âge. Donc, mais le problème c'est que c'est des gens qui sont beaucoup dans le faire.
et pas dans le être. Donc il faut apprendre cela, à ouvrir le cœur pour être dans l'être, hein, dans le vécu. Hein, donc il faut être ancré dans l'instant présent et faire en sorte que le cœur il s'ouvre. Donc une fois qu'on apprend la valeur, qu'on réapprend sa valeur, donc il faut travailler sur cette ouverture de cœur. Qui n'est pas toujours facile, hein, donc il faut trouver les croyances racines. Donc quand on apprend à faire du theta, on apprend à le faire soi-même. Trouver la croyance racine qui touche à la valeur et après on la libère. Et on apprend les croyances positives inverses. Okay. Et d'ailleurs, les personnes qui souffrent du rejet ont grandement tendance à se remettre en cause. Et là, on va sur la deuxième blessure. Si quelque chose ne va pas, en général, la personne va penser que c'est sa faute. Si un projet ne va pas bien ou si une relation ne réussit pas, la personne qui souffre du rejet va se dire mais qu'est-ce que j'ai mal fait? Comment aurais-je pu faire les choses différemment? C'est à cause de moi que ce projet n'a pas réussi ou que cette relation n'a pas abouti. Donc ils pensent que c'est souvent leur faute et ils continuent de faire beaucoup d'efforts. Donc des efforts pour être meilleur, pour être bien, donc pour montrer qu'on a de la valeur. Donc la difficulté, c'est que pour l'enfant qui le fait envers un parent strict et rigoureux, cela peut créer de l'injustice parce que peu importe les efforts de l'enfant, le parent va être dans un rejet et ça va être injuste. Parce que peu importe les efforts faits, c'est injuste parce que c'est jamais assez bien. Donc on se sent jamais à la hauteur et là ça confirme le rejet et ça crée carrément de l'injustice. Donc d'ailleurs Lise Bourbeau dit que c'est entre 2 et 4 ans que l'injustice se crée, toujours éveillée par le même parent en général, hein, le parent du même sexe. Et donc l'enfant se sent bloqué dans le développement de son individualité. On lui refuse d'être vraiment lui-même et il souffre de la froideur ou de l'insensibilité du parent. Et donc l'attitude, c'est de bien faire. C'est de faire les choses avec beaucoup de soin, d'être très perfectionniste. On veut vivre un peu comme dans un monde parfait. On peut être un peu coupé de sa sensibilité, parce que c'est plus facile d'avancer. Donc là, ça renferme encore plus le cœur. Rejet, injustice, les deux, ça enferme les émotions. Et on ne respecte pas ses limites. On ne les sent pas, ces limites, en fait. Le plus important, c'est de travailler, c'est de réussir, c'est de montrer qu'on est bon. Donc ça, c'est l'injustice souvent qui nous pousse à être dans cela. Et donc les croyances, c'est que je dois être parfait. Je dois tout faire bien. Je dois tout faire parfaitement. Et en général, c'est je dois être parfait pour être apprécié, pour avoir de la valeur ou pour être aimé. Ça peut aller aussi sur je dois être le meilleur. Donc ça peut être là, comme ça, c'est encore plus fort. Peu importe les circonstances, je dois toujours être le premier ou la première. Et ils arrivent même à une impossibilité de rendre un travail imparfait. Donc c'est impossible. Il y a carrément des croyances sur c'est impossible que moi je rende un travail imparfait. Je cesse d'exister quand le travail est pas bon. Si le travail est nul, si le travail est imparfait, je m'effondre. Là, il y a souvent une grande sensibilité à la critique avec ce type de gens. Et donc, il va y avoir beaucoup de croyances sur la critique. Si je suis critiqué, je suis nul. C'est ma faute. Et je suis critiqué, je suis nul. Ok. La difficulté d'ailleurs ici, c'est que les gens qui souffrent de cette blessure, pareil, ils sont auteurs, ils sont acteurs dans une configuration où souvent ils infligent de l'injustice. Ils veulent que tout soit parfait. Donc eux, ils sont très performants et parfaits, et ils veulent que tous les gens le soient. Donc c'est une blessure un peu embêtante pour cette raison. Parce que ça rend les gens un peu quelque part intransigeants.
Tout doit être parfait. Si moi je fais beaucoup d'efforts, tous les autres doivent faire beaucoup d'efforts. Mais on n'est pas égaux, bien sûr. Donc ça crée des gens un peu... Donc là, le masque, justement, c'est le rigide. On a du mal à accepter que les différences des autres, on a du mal à accepter, surtout les différences quand les gens sont inférieurs, quand les gens font pas d'efforts. Ça, on a du mal à l'accepter. On est rigoureux, trop rigoureux dans le travail. Donc moi, j'étais en plein dedans. Je le suis encore d'une certaine manière, bien sûr. Quand j'étais avocat, j'étais très très dure avec mon équipe. Je voulais que tout soit parfait, je donnais du mieux de ce que j'avais. Il fallait que les clients aient un travail parfait et donc tout le monde devait être parfait. Et je réalisais pas qu'en fait j'infligeais de l'injustice. C'est ça le propre en fait. Quand on souffre d'une blessure, on l'inflige en retour malheureusement. Donc c'est pour ça qu'il faut se rendre compte pour essayer de couper ce schéma, de créer en retour la chose qui nous perturbe le plus. Ouais, c'est pour ça aussi. Donc, j'étais dans des cabinets où je bossais souvent 12, 13, 14 heures par jour, mais des mois et des mois à la suite, parce que c'était dur de connaître mes limites, parce qu'il fallait que toujours tout soit parfait, il fallait performer, etc. Et donc, tous les gens autour de moi, il fallait qu'ils soient pareil à ce degré d'exigence. Donc, pas facile. Et donc là, le plus important, c'est d'apprendre à s'accepter. D'abord à s'accepter soi, tel qu'on est. Donc ça va être je m'accepte. Donc ça va être la typologie de croyance. Je m'accepte comme je suis. Je suis acceptée comme je suis. J'ai le droit à l'erreur. Je suis bien comme je suis. Je suis parfait comme je suis. C'est ça l'apprentissage pour comprendre que aussi, donc en fonction bien sûr des circonstances, je fais de mon mieux et c'est suffisant. C'est d'apprendre qu'à chaque instant, je suis capable juste de faire de mon mieux. Et c'est bon. Je n'ai pas besoin d'être parfait. Je n'ai pas besoin de toujours réussir. Je fais de mon mieux en fonction des circonstances et c'est bon. Donc ça amène beaucoup de soulagement, cette croyance à ce type de gens. Et ça amène cette acceptation. Ok. Alors, et donc on va sur la troisième blessure maintenant, l'abondant. Donc l'abondant est une blessure assez différente. Elle touche en plein fouet la valeur, mais différemment. Donc si je reprends le vocabulaire de Lise Bourbeau, elle dit que cette blessure, elle s'éveille entre la naissance et l'âge de 3 ans. D'ailleurs, comme je vous ai dit, en Theta Healing et dans d'autres méthodes, on admet que les blessures peuvent se transmettre de génération en génération. Donc même si on ne les a pas vécues, les blessures, ça peut être tout simplement génétiquement transmis. C'est très beau le travail de Rachel Yehuda, avec un Y, Yehuda, Y-E-H-U-D-A. Auprès de l'hôpital Mont Sinai à New York, donc qui a prouvé maintenant cette transmission des traumas de génération en génération jusqu'à 2 générations. Donc quand même la science avance pour avoir démontré cela. Donc, mais si je reprends l'enseignement de Lise Bourbeau, de par notre expérience, entre la naissance et l'âge de 3 ans, on peut créer la blessure de l'abondant qui est éveillée par le parent du sexe opposé, surtout quand l'enfant ne s'est pas senti soutenu, quand il a manqué de nourriture affective. Donc souvent ça peut être un parent absent, si l'un des deux parents n'est pas là, ou même s'il est là, qu'il n'est pas présent émotionnellement. Ça peut arriver, des fois le père, il a du mal à exprimer ses sentiments, il est là sans être là, et l'enfant a du mal à le comprendre en fait, il ne comprend pas pourquoi il n'est pas aimé. Et souvent pas parce qu'il n'est pas aimé, mais parce qu'il n'y a pas de signe d'amour. C'est ça la difficulté. Donc l'absence du parent. Et donc du coup, qu'est-ce que ça crée? De la dépendance. On ne donne pas d'amour et donc moi je deviens dépendant de cette personne, je veux son amour. Je m'accroche. J'ai pas ça, donc j'ai pas quelque chose, et je m'accroche à la personne pour l'avoir. Donc cette dépendance, ce qu'elle crée, c'est cette recherche d'attention, une recherche de support, de soutien. On a du mal à faire les choses seul, on a du mal à être indépendant et autonome.
Vous voyez, c'est très, très différent du rejet. On est très autonome, très indépendant. Là, donc avec l'abondance, c'est tout l'inverse, hein. J'ai du mal à concrétiser seul, j'ai du mal des fois même à délivrer le travail, hein. J'ai besoin toujours que ça soit en équipe. D'ailleurs, ces personnes ont une grande affinité à être comédiens, hein, d'être aussi la vedette, hein, dans les rencontres, parce qu'ils ont besoin de cette attention. Ils peuvent souvent d'ailleurs jouer la victime, hein, ou carrément provoquer des situations où ils sont victimes pour avoir l'attention. C'est assez dingue. Donc c'est des gens qui ont en général beaucoup d'amis, hein, qui sont très bien entourés, qui sont très appréciés, hein. Mais même s'ils sont très appréciés, hein, mais eux-mêmes, à l'intérieur d'eux, c'est eux qui doutent de leur valeur. C'est eux qui sont donc les personnes qui méritent pas l'amour, qui n'ont pas mérité l'amour du parent, hein. Et du coup, ils font tout pour avoir cette attention. Donc ils donnent beaucoup d'attention en retour. Donc c'est des gens pour lesquels c'est plus facile d'avancer dans la société. Donc la typologie de croyance ici, ça va être je suis pas autonome, ok, hein, ou je suis pas indépendant, ou au contraire je suis dépendant, hein, je dépends des autres, hein, j'ai besoin des autres pour avoir de la valeur, hein, j'ai besoin des autres pour vivre, pour exister. Vous voyez, c'est très différent, hein. Aussi, je mérite pas l'attention. Donc, c'est pour ça que je fais plein d'efforts pour avoir l'attention, parce que sinon, je ne sais pas si je la mérite, hein, l'attention. Et d'ailleurs, oui, avec l'angle de l'abondant, on teste des croyances, et si je suis abandonnée, je cesse d'exister. Là, pour moi, c'est la fin. Ça veut dire que j'ai pas le droit d'exister, hein. Donc, si un des parents est parti au cours justement dans la jeune enfance, hein, ça veut dire que l'enfant, il ne mérite pas. Il ne mérite pas l'attention de ce parent. Et s'il est abandonné, il n'est personne, ou il ne vaut rien. Okay. Ou ma valeur dépend des autres, hein. C'est les autres qui, eux, confirment ma valeur. Très vulnérable aussi comme personne. Mais c'est plus facile pour eux de créer le lien, hein. Pour eux, c'est facile, ça, hein. Très, très différent du rejet. Hein, parce que c'est facile d'être apprécié, de créer des liens, d'être en société. Tout le comportement, il est orienté pour avoir l'attention. Bien sûr, parce que l'attention prouve, hein, qu'on a de la valeur. Donc, si vous voyez que souvent vous êtes en train de prendre de la place, hein, il faut se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi je prends de la place? Hein, pourquoi l'attention, elle me donne? Qu'est-ce que je prends de cette attention? Qu'est-ce qu'elle vient confirmer? Parce que, donc toujours quand on travaille sur les blessures, il faut voir quel est l'apprentissage, hein, dont je n'ai pas parlé pour les deux autres, et on va revenir là-dessus. Donc les personnes qui souffrent de l'abandon, l'apprentissage, ça va être, j'apprends à être autonome. Hein, une fois qu'on a compris la blessure, hein, qu'on l'a travaillée, qu'on la libère, hein, ce que l'on apprend, c'est d'être autonome, hein, d'être indépendant. Donc c'est ça, cette prise d'indépendance, d'autonomie, au moment où elle est assise, hein, au niveau de la personne, c'est bon, c'est libéré. Donc j'ai plus besoin des autres, parce que maintenant je suis autonome, je suis indépendant. Et c'est très bien quand on apprend les croyances positives, du coup, et aussi dans la discussion qui est nécessaire, ou l'auto-analyse, hein, de se rendre compte, c'est grâce à cette blessure, je deviens cette personne. Au lieu de, à cause de cette blessure, je suis telle ou telle personne cassée. Non, là, il y a toujours un apprentissage, hein, quand on libère les croyances positives, on libère les croyances négatives, on apprend les positives. C'est pour cet apprentissage. C'est important, hein, le regard qui soit différent, parce que l'objectif, ce sera toujours de réapprendre à s'aimer, hein, de tomber amoureux de soi-même. Donc, grâce à ce travail sur les blessures, on peut exactement atteindre cet objectif de comprendre qu'est-ce que j'ai appris grâce à la blessure. En l'occurrence, donc pour l'abondance, j'ai appris cela, l'indépendance, l'autonomie, le fait d'être important. Donc, et c'est un bel apprentissage, hein, de la valeur. Et là, on glisse sur la prochaine blessure. En général, une personne qui a été abandonnée se sent trahie
par la personne qui l'a abandonné. C'est pour ça que ces deux blessures, elles vont de pair très souvent. C'est parce que quand on est abandonné, ben on est trahi. Hein. Ça, Lise Bourbeau le dit, je le vois systématiquement dans le travail sur les croyances. Quand je teste, si je suis abandonné, je suis trahi. Donc, juste dans la conversation, je pousse la personne à me dire ses croyances, ça revient systématiquement. Donc, elles vont de pair. Donc, pour reprendre le vocabulaire de Lise Bourbeau, elle dit que c'est entre l'âge de 2 et 4 ans que ça s'éveille. Pareil avec le même parent hein, de sexe opposé. Et donc, l'enfant s'est senti trahi, manipulé, ou on lui a menti. Donc, un parent qui est distant ou qui part, qui trahit, ou un parent qui donne son amour en contrepartie de quelque chose. Donc, il y a une espèce de manipulation affective hein, que certains parents font. Hein, si tu te comportes comme un bon enfant, je vais t'aimer. Et ça, c'est souvent, il peut y avoir cette manipulation. Un enfant peut la ressentir, il peut perdre confiance. Et c'est dur, hein, cette perte de confiance. Hein, parce que ça crée donc une blessure très embêtante, hein, qui est en général donc vécue dans la vie avec les gens du sexe opposé, donc les femmes qui peuvent se sentir trahies par leur mari, ou l'inverse. Hein, là, je l'ai vu tant chez des hommes que chez des femmes, hein, cette blessure. Le comportement que cela crée, ben, ça va être un comportement de contrôlant. Hein, on va vérifier, on va faire en sorte qu'on fasse tout pour ne pas être trahi. Quand c'est poussé à l'extrême, bien sûr, mais aussi on contrôle les autres pour s'assurer qu'ils répondent à nos attentes, que tout se passe comme prévu. Et du coup, on prend de la place. Donc ça, c'est des gens qui, au contraire, peuvent prendre plus de place. Hein, très différent hein, du rejet. Vous voyez, on prend plus de place, on cherche à être spécial, à être important, on peut être même intolérant et impatient hein, envers les gens lents, hein, justement. Et on tente de s'imposer. Hein, donc c'est des gens qui peuvent manquer de tolérance. Ils sont assez spécialistes à mettre le blâme sur les autres. Hein, d'ailleurs, c'est jamais eux les responsables. Donc il y a un grand manque de prise de responsabilité hein, quand on se sent trahi. Et c'est de très bons séducteurs. Ils peuvent avoir beaucoup de succès. Hein, dans la vie amoureuse, hein, la séduction leur est naturelle. Et donc, c'est facile pour eux d'avoir beaucoup de choix. Mais souvent, donc, ils sont en couple avec des gens qui trahissent. Donc, c'est assez marrant hein, d'ailleurs. C'est une vie un peu plus... quand on a le duo trahison abondant, une vie un peu plus rock'n'roll hein, qu'avec l'autre duo rejet injustice. Hein. Parce que là, c'est des gens qui prennent beaucoup de place, qui sont assez flamboyants, hein, ils ont une capacité de séduire, mais après ils sont trahis, ils sont toujours dans des couples comme ça, avec des hauts et des bas. Hein, ils peuvent avoir aussi des réussites professionnelles faramineuses après avec des grands échecs. Et donc tout ça, c'est dû aux difficultés avec la valeur. Parce que si je suis trahi, qui suis-je? Hein, c'est ça les croyances, c'est si je suis trahi, je suis faible. Donc ça les anéantit, la trahison. Hein, ça c'était souvent dans la typologie de croyance, je vois, dès qu'on va, qu'est-ce que ça a fait de toi la trahison? Ben, je suis faible, je suis anéanti, je suis à terre. Hein, donc ça touche à la force. C'est très spécial cette blessure. Hein. Hein, parce que ça nous met à terre. Il y a aussi hein, les croyances sur je suis pas important, je suis pas spécial, ou je dois être spécial à tout prix, hein, je dois être important à tout prix, parce que justement ils se croient pas importants à leurs yeux. Hein. Donc c'est ça la difficulté à leurs yeux, ils brillent pas assez fort. Donc il y a des croyances je dois briller fort, je dois briller à tout prix, je mérite le plus d'attention. C'est ça. Je dois être le plus important, peu importe les circonstances. Je dois être moi le plus important. Et donc, quand on travaille sur la trahison, il faut apprendre exactement cela, que l'on est spécial, que l'on est important. À nos propres yeux, on est important, on est spécial. Et l'apprentissage, c'est un apprentissage déjà de force. Il faut apprendre que grâce à cette blessure, j'ai appris à être fort, à être autonome,
Et j'ai appris aussi à briller. Je sais comment prendre ma place grâce à cela, au lieu de à cause de ça. Ok, très bien. Et ensuite, l'humiliation. L'humiliation, c'est une blessure un peu moins commune que les autres. Moi, je la vois un peu moins souvent. J'étais étonnée quand j'ai relu le livre de Lise Bourbeau. Elle disait aussi la même chose, hein, qu'elle la voit moins souvent, hein, la blessure de l'humiliation. Mais quand elle est là, elle peut être terrible. Euh, on peut la voir seulement en partie aussi, hein, dans certaines circonstances. Donc, elle s'éveille entre l'âge d'1 et 3 ans avec un parent donc, qui peut être d'ailleurs du même sexe ou du sexe opposé, mais qui donc refuse le plaisir, qui refuse le plaisir à l'enfant, donc qui refuse à l'enfant de s'amuser. Et donc l'enfant se sent brimé dans sa liberté aussi de connaître le plaisir physique. Moi, je l'ai beaucoup vu avec l'abus, hein, l'abus physique, voire l'abus sexuel. Quand j'ai travaillé avec pas mal de femmes abusées, bon, ça crée de l'humiliation. L'abus, même verbal, peut créer de l'humiliation. Quand on est abusé, ben, on est humilié. Quand on est humilié, on a honte. Donc souvent, ça va beaucoup tourner autour de la honte. Et, autour du... et là, les croyances, d'ailleurs, sont dures. Hein. Je ne vaux rien, je suis sans valeur, je suis à moins que rien, je suis indigne, j'ai honte de moi. C'est une blessure dure, hein, l'humiliation. Souvent, je suis moins important que les autres, je suis anormal. Aussi, je mérite d'être humilié. Euh, C'est curieusement une personne qui a subi l'humiliation pense qu'il l'a mérité, que c'est sa faute. Donc après, quand on pousse le travail sur les croyances, on voit des croyances de style si je suis humilié, j'ai pas le droit de vivre, je mérite pas de vivre. Si je suis humilié, je suis une merde, carrément j'ai eu. Euh, donc pas sur moi, mais sur des gens sur qui j'ai travaillé. Et aussi, si je me démarque, je vais souffrir. Là, c'est des gens qui apprennent toujours à faire de la place aux autres, en fait. Hein. Ils sont très serviables et s'occupent des besoins des autres plus que donc de leurs propres besoins. Et souvent, ils se récompensent d'ailleurs avec de la nourriture, par exemple, avec des addictions, etc. Donc, j'ai travaillé avec donc, plusieurs femmes, hein, qui ont subi des abus. Ou qui ont été témoins d'abus, au moins d'abus verbal de leur mère, donc subi par leur père. Et donc l'enfant qui voit cela, donc une enfant-fille, s'identifie à la mère et a subi l'humiliation indirectement. Elle porte l'humiliation indirectement parce que l'enfant a été témoin, hein, de cet abus. Et en tant que femme, il se retrouve donc il s'apparente, hein, aux parents qui a subi cela. Et donc, hein, c'est pas facile, hein, ce type de croyance. Justement, pareil, il y a pas mal de croyances sur la vulnérabilité, sur la faiblesse d'ailleurs. Hein, quand je suis humiliée, je suis faible. Hein, je suis plus ras que le sol. Euh, donc là, il faut leur réapprendre qu'ils sont forts, qu'ils sont capables, qu'ils méritent, qu'ils sont dignes, etc. D'ailleurs, quand je fais les scans énergétiques, souvent je vois l'humiliation, enfin moi je ressens donc les blessures dans l'espace de la personne et souvent je vois l'humiliation portée au niveau du visage. Hein, c'est curieux. Pas toujours mais très systématique. C'est ici. Hein, c'est curieux de ressentir que là c'est du coup on doit se cacher. Hein, j'ai même pas le droit de me montrer, hein, quelque part, donc d'être pleinement moi. Hein, tellement elle est dure cette blessure de l'humiliation. Hein. Donc quand j'ai travaillé dernièrement, hein, il y a quelques temps c'était sur une femme abusée
sexuellement, c'était dur hein, dans sa jeune adolescence. Et elle avait par moments, dès qu'elle se sentait pas à sa place, bah, elle avait des angoisses tellement dures qu'elle les ressentait physiquement. Hein. Elle passait des fois des journées à alité, sans pouvoir se relever, parce que ça lui prenait toute sa force. Hein, ces angoisses qui étaient beaucoup plus fortes qu'elle. Et, et donc on a travaillé là-dessus, hein, d'ailleurs pour libérer d'abord les mémoires, parce que déjà les mémoires elles pèsent beaucoup, hein, les mémoires d'agression, d'abus, ça peut beaucoup peser hein, dans l'espace de la personne. Euh, et, euh, et d'ailleurs, au bout de 2, 3 séances déjà, elle s'était relevée. Hein. J'ai travaillé sur cette personne pendant une période où elle se formait justement, mais comme elle a subi une épisode d'humiliation, ça l'a empêché carrément de continuer sa formation. Et au bout de 2 séances, elle s'est relevée. Hein. Elle a continué ses formations et par la suite, on a approfondi. Et ses angoisses ont été grandement améliorées. J'aime bien travailler sur des angoisses parce que j'ai une mesure hein, si ça se libère. Hein, c'est une mesure plus rapide hein, qu'avec un comportement que l'on doit avoir dans le temps. Ok. Oui, et d'ailleurs, si je reprends d'ailleurs sur le rejet et l'injustice, je n'ai pas fait le point sur l'apprentissage. Hein, donc on doit toujours voir quel est l'apprentissage dans chaque blessure. Hein, et sur le rejet, l'apprentissage, ça va porter sur le fait d'être capable. Hein, qu'on est toujours capable hein, de faire, qu'on est capable d'y arriver, hein, qu'on est capable de réussir. Hein, que grâce au rejet, on est quelqu'un qui réussit hein, grandement dans la vie, quelqu'un qui est responsable. Euh, et sur l'injustice, bah, l'apprentissage, il est un peu similaire. Hein, on apprend qu'on a des compétences, hein, qu'on a des capacités. Et on apprend à travailler. Donc, on apprend à être performant et à réussir grâce à cela. Ok. Alors, on va faire quelques tests musculaires maintenant. Hein, d'ailleurs, j'ai pris un peu plus de temps de parole que prévu, mais je vais mettre à l'écran hein, les croyances que je vous ai en grande partie citées tout à l'heure. Et comme ça, on peut s'exercer sur les tests musculaires. Alors, donc, je vous montre d'abord comment on fait les tests musculaires si jamais vous ne savez pas encore. Donc, on utilise le corps comme un pendule. Donc le corps il penche naturellement vers l'avant pour le oui et vers l'arrière pour le non. Donc tout à l'heure on va se lever tous, là je fais juste l'essai. Donc je ferme les yeux et je dis oui oui. Voilà, mon corps penche vers l'avant. Et maintenant je dis non non. Et le corps penche vers l'arrière. Ok. Alors donc je vais tester une croyance simple. Je m'appelle Sybille. Voilà, donc mon corps penche vers l'avant, donc ça confirme que c'est bien mon prénom. Ok, alors on va tous se lever maintenant, comme ça on fera les tests musculaires. Ah, attendez, d'ailleurs je vais juste prenez un screenshot si vous le souhaitez des croyances. Je vais d'abord les mettre à l'écran avant que vous vous levez. Alors, vous voyez bien mon écran? Ok, alors, donc d'abord sur le rejet. Ok, ensuite l'injustice et l'abandon. Et après, je vais sur la trahison. Et l'humiliation. Ok, alors on va tester cela. Peut-être pas exactement chaque croyance, parce que des fois elle se répète. Alors, donc on se lève maintenant. Ok, on se lève et on commence à tester. Je vais enlever ça pour que je puisse vous voir. Et moi, je regarde ma feuille avec les croyances. Ok, alors, on va d'abord apprendre les oui et les non. Donc,
tout simplement, donc en fermant les yeux, vous, donc vous gardez les yeux fermés et vous dites oui, oui. Comme ça, je vois votre oui. Ok. Et ensuite, donc, vous faites la même chose avec le non. Non, non. Ok. Alors, on va tester avec votre prénom. Donc, je m'appelle et vous finissez avec votre prénom. Ok. Et maintenant, vous testez un autre prénom pour voir votre nom. Je m'appelle et vous dites un prénom qui n'est pas le vôtre. Ok. Très bien. Et donc, maintenant, on va commencer avec je suis à la hauteur. Ok. On va tester je suis insuffisant. On va tester je suis assez comme je suis. Ok. On teste je suis digne. Ok. Et on teste je suis nul. Très bien. Et on teste je suis un moins que rien ou une moins que rien. Ok, très bien. Ok. Alors, on va tester avec le rejet maintenant. Si je suis rejeté, je suis insuffisant. Ok. Si je suis rejeté, je cesse de vivre. Et si je suis rejeté, je suis nul. Ok. Des fois, on peut ne pas bouger, mais ça peut ne pas être nos propres paroles d'ailleurs. Ok. Très bien. Ah, maintenant, on va tester j'ai le droit d'exister. Ok. Et on va tester j'ai le droit d'être moi-même. Ok. Alors, on passe sur les suivantes, sur l'injustice. Je dois être parfait ou parfaite. Ok. On teste. Je dois être parfait ou parfaite pour exister. Ok. Je vais d'ailleurs montrer de nouveau les croyances à la fin. Ok. On va tester. Je dois être parfait pour être aimé. Ok. Je dois être parfait pour réussir. Très bien. Ok. On va tester. J'ai le droit à l'erreur. Très bien. Et je dois être la meilleure ou le meilleur. Ok. Bon, c'est juste une typologie de croyance, hein. Il faut que après, vous pouvez vous les approprier pour voir comment, avec vos mots, vous direz ce type de croyance, hein. Ça va être toujours ça. Ok, alors on va tester avec l'abondant. La première, c'est je suis autonome.
Ok. Ensuite, je suis indépendant ou indépendante. Ok. Je mérite l'attention. Ok. Je suis importante, important. Ok. J'ai le droit d'être moi-même. Ouais. Ok. Alors, si on m'abandonne, je n'ai plus d'importance. Si on m'abandonne, je ne vaux rien. Ok. Si on m'abandonne, je ne compte plus. Ok. Alors, on continue avec la trahison. Hein, je dois être le plus important ou importante. Ok. Je dois briller à tout prix. Je mérite le plus d'attention. Ok. Je suis spéciale. Ok. Et maintenant, on va tester si je suis trahie, je suis faible. Et si je suis trahie, je suis indigne. Très bien. Et en dernier, on va faire quelques tests sur l'humiliation. Il y a beaucoup sur la valeur que je ne vais pas répéter. On va tester. Alors attendez, je regarde. Qu'est-ce qui se répète? Je mérite d'être humilié. Alors, si je suis humilié, je ne mérite pas de vivre. Ok. Si je suis humilié, je cesse d'exister. Ok. On va tester, je dois rester à ma place. Si je me démarque, je vais souffrir. Et là, on teste, je mérite d'être respecté. Et on peut se rasseoir. Alors, je vais remettre à l'écran, si vous n'avez pas eu le temps de faire les screenshots. Voilà, je remets à l'écran. Ok, ça va, je vais fermer. C'est bon? Très bien. Ok, donc avec les croyances, bien sûr, hein, c'est juste une typologie de croyances. Hein, chaque fois que je fais des séances, moi je marque les croyances hein, qu'on libère et donc là j'ai fait une catégorisation, mais il faut que ça soit vos mots. Donc si vous bougez pas, ça peut ne, c'est parce que sûrement les mots ça vous correspond pas. Donc ça vous donne juste des idées pour des choses qui peuvent vous appartenir. Ok.
Et ok. Et donc, comment on travaille sur ce type de croyances? Ben, avec des croyances positives. Justement, quand on revoit les croyances sur les blessures, on voit que ça, en général, ça touche la valeur. Donc, ça concerne notre vision de notre valeur. À travers chaque blessure, on arrive à la valeur avec des mots différents, avec des situations différentes, avec des contextes différents. On arrive à la valeur que l'on se donne. Et donc les croyances positives sur la valeur, ça va toucher à je connais ma valeur, je reconnais ma valeur, je sais ce que l'on ressent à avoir de la valeur. Donc on apprend toujours en Theta Healing aussi les sentiments associés. On apprend je suis digne, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit de vivre, j'ai le droit d'être moi, d'être pleinement moi. Je suis assez comme je suis, okay, je suis parfait comme je suis. Je m'aime aussi, donc là à la fin ça touche à l'amour, à s'aimer. Je suis aimée comme je suis, j'ai le droit d'être aimée pour qui je suis. Attendez, c'était un autre document d'ailleurs, pour le mettre à l'écran. Donc je vois quelle page c'est, page 12. Attendez, je vais le mettre à l'écran pour que vous fassiez un screenshot si vous le souhaitez. En page 12. Voilà. Oups. J'ai mis un peu de temps, j'ai tellement d'écrans ouverts. Voilà les croyances positives sur la valeur. C'est juste une typologie, bien sûr. Ok. Donc, c'est très curieux de voir ça, qu'à travers nos blessures, on arrive à cela. Que systématiquement, il faut réapprendre notre propre valeur, notre reconnaissance, qu'on mérite d'être soi, qu'on mérite d'être respecté, qu'on est accepté, qu'on est reconnu. Ça touche très souvent à cela. Donc, et notre travail, encore une fois, c'est de le faire de manière positive. Quand on apprend donc les leçons de chaque blessure. Ok. Donc avec le Theta Healing, donc vraiment en une minute, on peut travailler sur ce type de croyances en séance individuelle. Donc quand un praticien fait la libération sur vous, donc les séances individuelles touchent à vos propres blessures, ou on peut apprendre à le faire sur soi dans les formations en Theta Healing. Donc on commence avec la formation de base qui est de 3 jours, ADN de base, où on apprend déjà du coup, les bases de la technique, on apprend les principes. Et avec les autres formations qui suivent, on prend l'ADN avancé, le travail d'approfondissement et toi, le créateur. C'est là qu'on apprend à avoir l'aisance. Ensemble, ça fait 10 jours de formation. La plupart des gens se forment dans les 4 formations. C'est pour ça que j'ai créé aussi le pack de formation. La prochaine fois que l'on démarre, c'est du 1er au 3 mars. D'ailleurs, c'est bientôt. C'est un peu trop bientôt, je pense, pour la majorité d'entre vous. Mais sinon, il y a d'autres dates qui suivent. Donc, l'objectif, c'est d'être autonome dans sa guérison. Comme ça, on apprend à faire ça sur soi. En général, on travaille en ligne. Et ce qui est fabuleux, c'est que ça fait aussi en ligne, j'enseigne depuis 3 ans et je vois le même éveil des sens qui se passe en ligne. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Et pour une reconversion, le Theta Healing, c'est quelque chose qui s'apprend vite. 75% de la technique de la formation, c'est de l'apprentissage, de la pratique. Donc du coup, c'est génial parce que ça rentre. Après, c'est une question de discipline, de travailler sur soi. Donc, j'essaie de faire un peu plus de groupes pratiques dernièrement pour vous permettre justement pour les personnes formées de travailler sur vous. Ok. Et donc, on arrive à la fin de la partie théorique. J'ai une partie donc méditation avec la libération de croyances qui commence maintenant. Donc, ça veut dire qu'il y aura à peu près une quinzaine de minutes de retard pour lesquelles je m'excuse. C'est jamais évident d'apprécier exactement le temps nécessaire à un atelier. Je comprends tout à fait si vous avez besoin de partir plus tôt parce que vous avez prévu un autre timing.
Avec les personnes qui peuvent rester, hein, je vais faire donc la libération hein, des grandes typologies de croyances hein, qui peuvent nous empêcher donc d'être soi, sachant que donc pour que la libération se fasse, il faut que vous soyez mûr. Hein. Donc là, les choses pour lesquelles vous êtes mûr, ça se libère. C'est pour ça que c'est toujours bénéfique de faire des méditations et des nettoyages énergétiques, parce que quand on est mûr avec notre travail sur soi ou avec notre comportement, hein, avec notre chemin de vie, hein, dès qu'on va dans ces ondes détendues, qui sont les ondes θ, au moins les ondes alpha, que chaque personne peut atteindre alpha en méditation, hein, juste si vous vous laissez aller, si on est prêt, ça se libère. Donc ça vous épargne du temps hein, de travail personnel et ça vous permet à avancer plus vite. Hein, donc c'est toujours bénéfique. Hein, si ça ne se libère pas, c'est parce que c'est profond et parce que vous n'êtes pas prêt, parce qu'il faut faire un travail individuel. Donc pour les entêtats, il faut en général avoir plus l'habitude. Non, mais c'est pas impossible. Vous vous laissez aller, vous pouvez aller en θ, mais ne serait-ce qu'alpha, ça peut être très bénéfique pour libérer. Et on voit l'alpha seulement quand vous regardez l'horizon, vous laissez, vous vous imaginez monter et vous êtes déjà en train d'aller dans les ondes alpha. Hein. Donc laissez-vous aller hein, déjà, même si vous n'êtes pas formé. Ok. Alors, on va commencer donc notre méditation. Si vous avez envie, vous pouvez aussi couper la caméra. D'accord? Ok. Eh bien, c'est très bien. On va prendre une bonne quinzaine de minutes ensemble pour libérer ce que nous sommes prêts hein, concernant ces bonnes petites blessures hein, qui nous embêtent mais qui nous permettent d'avancer. Alors, on va y aller donc. Installez-vous confortablement. Et on va commencer avec une respiration profonde. Centrez-vous dans votre cœur et prenez conscience de votre corps, de l'espace que votre corps prend dans la pièce. Ressentez tout votre corps, toutes les cellules qui le composent, toutes les molécules, tous les atomes. Et maintenant, commencez à ressentir le support sur lequel vous êtes assis. Sentez sa composition, ainsi que les atomes qui le composent. Entrez en connexion avec les atomes de ce support. Imaginez que vous vous étendez et vous devenez un avec le support. Vous continuez à vous étendre et maintenant partagez l'espace avec la pièce dans laquelle vous êtes. Vos atomes et molécules se mélangent et deviennent un. Et continuez à grandir jusqu'au ciel pour vous étendre à la terre entière. Sentez cette énergie commune, celle de la terre et la vôtre, qui sont complètement mélangées. Et continuez à grandir pour aller jusqu'au ciel, jusqu'au cosmos. Vous vous étendez dans l'univers avec lequel vous ne faites plus qu'un. Sentez l'énergie de l'univers et la vôtre qui sont complètement mélangées. Continuez encore à grandir et vous dilater dans les couches de lumière
les lumières claires, les lumières sombres. Partagez l'espace avec ces lumières. Et grandissez encore pour arriver à la lumière blanche scintillante qui désigne l'énergie de création. Partagez l'espace avec la lumière blanche scintillante avec laquelle vous ne formez plus qu'un. Il n'y a que de l'énergie. Vous êtes dans l'énergie. C'est comme s'il n'y a plus de séparation entre votre propre corps et l'énergie de création. Vous devenez l'énergie de création. Voilà. Et nous allons commencer les libérations. Pour chaque libération, vous pouvez la laisser entrer dans votre espace en l'écoutant tout simplement. Ou vous pouvez également dire oui en silence pour l'accepter. La première chose, c'est de demander maintenant à l'univers de vous libérer de tout trauma relatif à tout rejet vécu dans votre vie, ainsi que tout trauma vécu par vos parents et vos ancêtres. On libère tout trauma reçu dans d'autres vies relatif au rejet. On fait cette libération maintenant. On nettoie toute mémoire inutile associée à ces situations. On libère ces mémoires en gardant seulement les apprentissages de ces expériences diverses. Vivez la libération. Ressentez-la. Et on va demander à l'univers de vous libérer de tout réflexe d'enfermement. On libère toute habitude de se fermer, de s'enfermer quand vous vous sentez rejeté. On demande à l'univers de vous apprendre que l'enfermement du cœur est inutile et qu'au contraire, c'est à travers le cœur que l'on peut dépasser avec légèreté toute situation où on se sent coupé des autres. On vous libère de toute illusion que vous êtes seul et que vous êtes séparé. On vous apprend que vous formez partie d'un ensemble, d'une unité avec les gens qui vous entourent, avec la nation à laquelle vous appartenez. Vous formez un ensemble avec la terre entière. On vous apprend à ouvrir grand le cœur pour ressentir à chaque instant ce sentiment de plénitude et d'appartenance à l'humanité. Et on demande à l'univers de vous apprendre que vous avez de la valeur, que vous connaissez votre valeur et que vous êtes capable de reconnaître votre valeur. On vous apprend ce que l'on ressent d'avoir de la valeur, ce que l'on ressent à connaître et à reconnaître sa valeur. Vous êtes suffisant comme vous êtes. Vous avez le droit d'être vous-même à chaque instant. On vous apprend ce que l'on ressent être suffisant.
Et on vient maintenant demander à l'univers de vous libérer de tout trauma relatif à l'injustice, à toute injustice vécue dans votre vie, dans des vies passées, ou transmises par vos parents, par vos ancêtres. On libère ces traumas maintenant. On nettoie toute mémoire inutile associée. On garde les apprentissages et on libère les mémoires et les traumas. Et on demande à l'univers de vous libérer de toute croyance que vous devez être parfait pour être aimé ou pour être accepté. On libère cela maintenant et on vous apprend que vous êtes parfait avec vos imperfections, que vous êtes juste comme il faut et que cela suffit pour être aimé. On vous apprend ce que l'on ressent à être parfait comme on est, ce que l'on ressent quand on s'accepte et quand on est accepté. Et on demande à l'univers de vous libérer de toute croyance qui associe la critique que vous pouvez recevoir et votre valeur. On libère cela, on libère que si vous êtes critiqué, vous êtes nul ou sans valeur. On vous apprend à la place que la critique des autres ou vos propres critiques sont sans lien avec votre valeur. Vous connaissez votre valeur et vous êtes insensible aux critiques. Vous êtes imperméable aux critiques. Et vous ressentez ce que cela fait d'être imperméable aux critiques. Et on vous apprend à tous les niveaux la croyance. Je fais de mon mieux en fonction des circonstances et c'est suffisant. Et aussi la croyance je m'accepte comme je suis et j'accepte les autres comme ils sont. Et maintenant, on demande à l'univers de libérer tout trauma relatif à tout abandon vécu dans cette vie, dans toute vie passée, tout abandon transmis par vos parents et vos ancêtres. On libère tout cela maintenant et on nettoie toute mémoire inutile relative à l'abandon. On libère ces mémoires en gardant les apprentissages des diverses expériences. On laisse la libération s'opérer. Et maintenant, on vous nettoie de tout sentiment de manque d'autonomie, de toute croyance que vous devez être soutenu ou aidé pour vous sentir entier, pour vous sentir capable et aimé. On libère tout réflexe de vous entourer de gens pour ressentir votre valeur. On coupe tout schéma de dépendance qui vous pousse à croire que vous n'êtes pas suffisant. Et l'univers vous apprend à la place que vous êtes autonome. Et on vous montre ce que l'on ressent être autonome. Et maintenant, l'univers vous libère de toute croyance que vous devez attirer l'attention des autres pour vous sentir important. On vous apprend que vous êtes important par vous-même, en dehors de tout signe extérieur d'approbation.
Vous êtes tout aussi important que les autres. Cela fait du bien de le ressentir. Et on continue les libérations pour maintenant nettoyer tout trauma relatif à des situations de trahison vécues dans cette vie, dans les vies passées ou transmis par vos ancêtres. On libère cela. Et on demande à l'univers de nettoyer toute croyance que vous êtes faible ou affaibli à cause de situations de trahison. On libère tout sentiment de faiblesse, tout sentiment de vulnérabilité. On vous apprend que vous êtes fort, que vous êtes autonome. Et on apprend le sentiment d'être fort et autonome. Et on demande à l'univers de vous libérer de toute croyance que si vous êtes trahi, vous êtes sans importance, sans valeur. On apprend que la trahison est sans lien avec votre valeur. On apprend que vous êtes important, que vous êtes digne, digne de l'attention des autres. Vous êtes reconnu, reconnu par les autres et reconnu par vous-même. Voilà. Et maintenant, on libère tout trauma relatif à de l'humiliation vécue dans cette vie, dans toute vie passée ou transmise par les ancêtres. On libère les mémoires inutiles relatives à ces traumas d'humiliation. On laisse cette libération s'opérer. Et on libère tout sentiment de honte. On laisse la honte quitter votre espace. On vous apprend que vous êtes suffisant, que vous êtes digne, que vous êtes aimé pour qui vous êtes. On vous enseigne que vous méritez d'être respecté, d'être reconnu. Vous avancez dans la vie avec la foi et la certitude que vous êtes respecté pour qui vous êtes. Imaginez ce que c'est juste d'être vous, d'être dans votre peau, d'être bien dans votre peau, d'être suffisant, d'être apprécié. Cela fait du bien et c'est possible. Votre cœur est en train de l'apprendre, que vous pouvez vivre votre quotidien à travers cette nouvelle version de vous, libre de doute, libre de peur. Vous pouvez décider de prendre votre pouvoir, à aller pleinement dans cette nouvelle version de vous, où vous êtes libre de toute blessure, où vous avancez paisiblement dans votre vie. Ce choix est possible. C'est votre droit. Et on vous apprend les croyances suivantes. J'ai le droit d'être moi-même. Je suis apprécié pour qui je suis. J'ai le droit d'être apprécié et aimé pour qui je suis. J'ai le droit d'exister. Je suis à ma place. Je prends toute ma place. Je suis parfait comme je suis. Je m'accepte comme je suis. Je suis accepté pour qui je suis.
Je suis aimé comme je suis. Je m'aime. Ouvrez grand votre cœur pour ressentir ces changements s'opérer. Vous êtes libéré d'un poids et vous vivez, vous vibrez avec des fréquences hautes. Votre cœur est en train d'apprendre que vous êtes suffisant et digne, que vous avez la capacité de vivre dans l'abondance et dans l'harmonie. Ressentez les fréquences de l'abondance et de l'harmonie dans votre cœur. Laissez-vous aller dans une sensation de bien-être profond. Laissez le bien-être s'emparer de tout votre corps. Et on va laisser une toute petite dernière minute pour ce ressenti de bien-être. Et voilà. On revient maintenant, chacun dans son espace, et on s'enracine en laissant l'énergie monter du centre de la Terre à travers votre corps jusqu'à votre tête, en ouvrant tous les chakras au passage. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez revenir pour ouvrir les yeux. Merci pour votre attention.